élections, ça pose un problème. Je vous invite maintenant à pouvoir réfléchir là-dessus. Les livres donnent des pistes de solutions, et certaines solutions peuvent être précises. Comment est-ce qu'on peut inverser les affaires? Les mondes continuent toujours à tourner de cette façon ici. Les plus forts seront plus forts encore. Ils vont dominer. Les faibles seront de plus en plus dominés encore. Ils disparaîtront. Soit nous sommes voués à la disparition, on accepte cet état de fait. Soit nous disons, mais non, c'est pas possible, on change les postures. La posture de la domination. Et c'est tellement possible parce qu'on a la chance extraordinaire d'avoir un pays que je n'estime pas encore assez immense, puisqu'on peut aussi l'élargir encore, puisque j'ai dit aussi dans le livre. C'est pas suffisant pour pouvoir dire on a une entrée modeste vers l'océan, c'est minuscule. On a besoin d'un peu d'espace pour aller vers l'océan. Pourquoi pas? Il faut y penser. Voilà. Donc on a un pays qui aujourd'hui comporte, pour ceux qui ont un peu fait la chimie, l'essentiel du tableau de Mendeleïev et un peu plus. Donc en matière de matière première et tout ça, sans compter que bon, on est les poumons droit ou gauche de la planète en vertu de nos forêts. Et tout ça ne nous sert quasiment à rien, sauf, en fait, on est les portes et valises du monde, tout simplement. On est là, on se complète les portes et valises du monde. Amenez-moi vos diamants, oui, on amène les diamants, on dépose. Et puis, non, mais oui, il n'y a pas de problème, monsieur, je dois mettre ça et tout ça. Bon, vous, je vais vous nommer, vous allez voir. Et ils sont reçus ici, en façon grandiloquente et tout ça, dans les grands palais et tout ça, et puis après, on leur donne une mission, ce que j'appelle les représentants. Donc, vous verrez que vous aurez. Les soldats étant en face du représentant. Les représentants, c'est celui qui travaille pour ceux qui le commandent à l'extérieur, et les soldats, c'est lui qui est censé pour travailler pour l'État congolais. Tout simplement pour la nation congolaise. Donc, qui lui, comprend qu'il est d'abord congolais avant d'être un être humain, donc par conséquent, il peut faire que travailler d'abord pour la nation congolaise, pour la machine Congo, avant toute autre chose. Voilà un peu en gros brosser l'esprit de cet ouvrage. J'ose espérer qu'il y aura des petites questions autour de tout ça, mais ceux qui ont déjà lu auront un peu plus facile. Ceux qui n'ont pas encore lu, je vous invite sincèrement à prendre un bouquet, parce que l'objet même de notre rencontre, c'est un petit cocktail où il y aurait un livre à prendre, ça coûte que 21 €, c'est pas grand chose, au moins pour la postérité ça te servira. J'ose espérer que bon, ça pourra faire, on espère bien sûr, au fils de la Bible la prochaine pour la RDC, pourquoi pas. Bon, un peu de provocation, pensons bien. Et sinon, ben voilà, je vous invite sincèrement, parce que l'esprit de la rencontre, c'est avoir les livres en main, les faire dédicacer, et puis partageons un verre ensemble. On a une possibilité, en fait, un cocktail qui est fait ici, et qui nous permet non seulement d'avoir un peu d'alcool, pour ceux qui en veulent, et sans alcool. J'aimerais pouvoir remercier particulièrement Coco Robin, qui est le propriétaire de ces lieux, qui m'a reçu ici de façon fraternelle. On peut lui reprocher énormément des choses, parce que bon, il travaille dans un monde un peu particulier, mais c'est un frère, c'est un petit frère, je peux le dire de cette façon-là, parce qu'il est avec moi depuis le début. Même s'il ne s'affiche pas, il a toujours été avec moi, il m'a soutenu énormément. Avec ses petits moyens, avec sa lutte et tout ça, il m'a toujours soutenu. Et déjà me recevoir dans ces lieux ici, alors que la plupart d'entre vous qui savent très bien que chaque fois que j'ai pu organiser des choses, je les faisais au Hilton, au Sheraton, un peu partout, tout ça, fini, terminé, basta. Si je dois faire profiter, ne fût-ce qu'à un sou, j'ai mon temps qu'un frère pour s'en profiter. Parce que tout simplement, là, ça ne se passe pas chez moi. Alors, les petits moyens que je peux devoir dépenser pour mes temps, que ce soit entre les mains des frères. Donc, je vous invite sincèrement à l'applaudir et à la féliciter de ce suicide. Sur ce, je crois que je vais devoir m'arrêter là. J'ai fait le tour de la chose. S'il y a des petites questions, j'essaierai là avec vous de pouvoir y répondre. Normalement, on est censé rester là jusqu'à 20h, 20h30. Peut-être 21h plus aussi, si M. Robin accepte bien sûr. Mais normalement, je suis encore là avec vous. Je vous remercie. Certainement pas d'une question. De toute façon, j'ai eu la primauté de lire le bouquin de Guillaume. Je suis Pierre Giscarité, qui est doctorant à l'ULB, titulaire d'un DEA en Sciences Po. Donc, ce sont des questions très actuelles. J'ai parcouru le bouquin dans son ensemble et il me semble d'un intérêt tout à fait particulier pour nous qui sommes africains et pour nous qui sommes de la diaspora, qui avons plus ou moins une perception différente des autres. Je veux dire, je partage un certain nombre de constats, c'est-à-dire l'état de lieu qui est fait par Guy est un état de lieu qui est partagé, ça je l'avoue, je le consens, et je vous invite à le concevoir comme tel, mais il a un certain nombre d'approches et un certain nombre de conclusions avec lesquelles je me distance. Malheureusement, on ne peut pas être d'accord sur tout, c'est d'ailleurs ça le sens de la vie,
C'est ça le principe même de la normalisation, c'est-à-dire qu'on part des orientations différentes et on confronte nos orientations pour concevoir une cohésion et on va soumettre à évaluation. Donc lui, malheureusement, moi je pars d'un changement de type 1, qui est le changement qui part de la cohésion, de l'évaluation et du réajustement en passant par la confrontation. Lui, il est plutôt pour un Big Bang, on en a discuté, qui est celui de la révolution. Je ne partage pas ce point de vue, mais enfin, je vous invite vivement à lire ce bouquin, parce qu'il est d'une intelligence et d'une clairvoyance, et j'avoue qu'il anticipe sur le temps. Voilà, je te remercie, et j'espère pour toi que la philosophie et la lumière que tu apportes va irradier sur tout le monde. Merci. Je ne changerai pas d'avis sur un point précis, qu'est-ce qu'il faut dire. Et là, c'est là où je suis en désaccord avec lui. Lorsque la société occidentale en général, et la Belgique en particulier, ont tenté de pouvoir organiser leur politique internationale, c'était sans nous. On ne fait pas partie de l'architecture, on n'est pas sur l'échiquier. Nous sommes à côté de l'échiquier. Nous ne participons à rien du tout. Donc on ne nous a pas inclus dans ce processus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on parle de la guerre des civilisations prochaines, les chocs des civilisations, on inclut 3 civilisations. Occidentale, orientale, ce qui réunirait la Chine et le Japon, et les 2 Corées, et la civilisation musulmane. Nous sommes nulle part. Alors, comme je suis en dehors de tout ça, je ne vois pas pourquoi je dois m'intégrer, en quel moment de m'intégrer. J'aime autant créer la mienne d'abord de civilisation, et la confronter à celle des autres, pour dire, voilà, moi, Congolais, Africain, je pense, donc je peux discuter avec vous. Or, pour l'instant, je ne pense pas, parce qu'on pense à ma place, on m'inclut, quand ils veulent m'inclure, bien sûr, quand ils ne veulent pas, ils mettent de côté. Pour exemple simple, et je m'arrêterai là, les Congo a eu une affaire avec l'Ouganda. L'affaire Congo contre l'Ouganda. La Cour internationale de justice reconnaît que l'Ouganda était coupable des crimes contre l'humanité sur les Congos. Des crimes de guerre, des crimes de pillage. D'accord. On estime aujourd'hui entre 4 et 5 millions de morts, 5 millions de morts au Congo. Y a-t-il un tribunal qui, après, à la suite de cet arrêt international, y a-t-il un tribunal spécial pour toutes les exactions commises au Congo? Non. Pour autant, M. Hariri a été assassiné. Une personne, Premier ministre du Liban, le monde en effervescence, on vient de créer un tribunal spécial pour M. Hariri. Voyez-vous, ce type de société, ce type de civilisation qui ne prend pas en considération n'est pas la mienne, malheureusement. J'aime autant faire la mienne. Merci. Oui, merci Jean-Pierre Samba, président d'un mouvement politique qui se nomme Mouvement pour la Révolution des Mentalités. En fait, je tiens particulièrement à remercier mon ami, collègue président d'un parti politique, le Républicain, Guillaume, pour la publication de cet ouvrage on ne peut plus interpellant. Il est vrai que quand on lit cet ouvrage, dans l'esprit de tous ceux qui pensent que le Congo a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour les sortir, n'est-ce pas, du gouffre, il y a d'abord l'instinct, n'est-ce pas, de la rébellion qui se développe illico. Et je pense que ce courage, cette détermination de conscientiser même ceux qui sont inconscientisables doit franchement nous animer en ce moment. Nous avons déjà entendu les discours. Nous avons déjà vu des gens crier à gauche, à droite, s'agiter, peut-être pour rien, juste pour amuser la galerie. Le moment est arrivé pour que nous, qui sommes en dehors de notre pays, qui avons côtoyé, n'est-ce pas, plusieurs civilisations,
conscients, n'est-ce pas, de l'état de déliquescence dans lequel se trouve notre pays, que nous nous assumions, que nous nous prenions en charge. Et c'est là, n'est-ce pas, qu'il essaye de ressortir l'aspect liberté, qui a toujours été mal comprise. Parce que quand on dit qu'on est indépendant et qu'on n'est pas libre, moi je pense qu'il y a un paradoxe. À moins qu'on me dise le contraire. Mais quand on parle ici d'une certaine révolution, moi je pense que quand on cite déjà ces mots-là, pour les Congos, pour tout Congolais, n'est-ce pas, qui pense que nous ne sommes pas considérés comme des êtres à part entière, le simple fait, n'est-ce pas, de citer ces mots pouvait engendrer des applaudissements pour approuver ce qui est écrit dans ce livre-ci. On n'a plus besoin, n'est-ce pas, de l'église que l'on doit normalement mettre autour de tout le monde pour que les belles paroles pastorales viennent éventuellement bercer nos cœurs et nos douleurs. Non. Sinon, nous allons rester dans cet état jusqu'à ce que le moment viendra où les Congolais n'existera pas. Et le Congo va demeurer toujours, n'est-ce pas, ces bourbiers où tout est permis, où tout sera permis. Mais nous pensons qu'à un certain moment, il faut apprendre aussi à fermer la Bible et dire, mais après tout, si c'est Dieu qui nous a donné ce pays, est-ce que c'est le même Dieu qui tolère à ce que les pays puissent se retrouver dans cet état, tout simplement parce que nous sommes occupés à lire éternellement notre Bible? Et c'est ainsi que je disais hier avec Guillaume quand nous sommes passés sur le plateau d'une radio, et j'évoquais, n'est-ce pas, les accointances qui existeraient entre la colonisation et l'évangélisation. Tout le monde sait que si la colonisation s'est installée dans nos pays, cela a commencé par l'évangélisation. Nul ici n'ignore les discours, n'est-ce pas, du roi Léopold II à l'époque, quand il demandait aux prêtres qui allaient au Congo de faire ceci, de faire cela, pour le bien, n'est-ce pas, de la future colonie. Et je disais, ce que disait normalement notre ancien président Kenya, Jomo Kenyatta, qui disait, lorsque les colonisateurs est arrivé à l'Afrique, il avait sa Bible et nous avions la terre. Ces gens sont arrivés, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Mais malheureusement, lorsque nous les avons ouverts, nous nous sommes retrouvés avec les Bibles et les colonisateurs qui est venu par l'évangélisation s'est retrouvé, n'est-ce pas, avec les terres. J'aimerais franchement que ceux qui ne l'ont pas encore fait, de ne pas hésiter parce que vous ne serez pas dessus. Il est vrai, comme disait mon frère tout à l'heure, qu'il y a des choses que l'on peut accepter et d'autres, n'est-ce pas, que l'on peut discuter, pour ne pas dire rejeter, parce que tout est discutable. Donc, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, en attendant que votre personne prépare la question ou les pose, je m'en vais poser une petite question à Guillaume en rapport avec le premier chapitre de son œuvre. Ce premier chapitre est intitulé « De la liberté à la responsabilité ». Et ce chapitre insiste beaucoup plus sur le concept Mandela. Pensez-vous, cher Guillaume, que la liberté est le préalable à la responsabilité? Pour être responsable, doit-on nécessairement être libre? Parce que Mandela, étant privé de la liberté, a paru responsable même dans les journaux. Est-ce que les Congolais doivent commencer par être libres pour devenir responsables ou être responsables afin de conquérir leur liberté? Merci beaucoup. En fait, j'explique dans le premier chapitre, je parle de la liberté, mais je n'ai pas encore conceptualisé Mandela. Je conceptualise Mandela un peu plus loin. Dans les cadres du chapitre 3, c'est là où je parle de Mandela, et j'explique un peu la hauteur de sa liberté. Lorsque en 1998 je suis rendu en Afrique du Sud, et que j'ai participé, j'ai assisté plutôt à l'interview qui tenait à côté de M. Clinton à l'époque, et de la force que dégageait ce monsieur pour avoir compris l'essence de la liberté. La liberté précède toute autre chose. Chaque animal
j'entends bien chaque animal, sans parler de l'humain qui est un animal un peu élaboré, chaque animal est avare de sa liberté. Ça veut dire quoi? Prenez n'importe quel animal, un chien ou n'importe quoi, mettez une laisse, vous verrez ce qui se passe. Ce qui fait que la liberté est le point de départ. On ne peut pas réclamer quelque chose, on ne peut pas devenir responsable dans la mesure où on n'a pas encore compris qui on est, c'est à quoi on a droit. Donc là-dessus, je sais que bon, la plupart des gens ne sont pas d'accord avec cette approche du droit naturel, mais moi, je m'inscris dans le droit naturel. On est libre d'une liberté infinie, qui n'a pas de limite. On peut concéder une partie de notre liberté seulement dans le cadre de la discussion. Je dis voilà, pour se mettre en société, on va devoir discuter, donc finalement, j'accepte de ne pas venir casser ta maison. Et toi aussi, tu fais de même. Mais de toute façon, je peux demain aussi changer, dire non. Ma liberté me pose à vouloir parce que j'ai envie de manger, je n'ai rien chez moi, je vais chez papa. C'est ça l'esprit de la liberté. La liberté veut aussi que je puisse protéger les miens, l'air, sécurité, tout ça, ça passe par la liberté. D'où on ne peut pas être responsable, comprendre les mécanismes de la responsabilité tant qu'on n'a pas compris les mécanismes de la liberté. Seul celui qui est libre, qui a compris les fondements, l'essence, l'orientation, les cœurs, l'âme de la liberté, seul celui-là peut devenir responsable. Autrement, on ne peut pas se permettre de devenir responsable si on n'a pas compris la liberté. Comment voulez-vous expliquer aux gens en disant écoutez, venez voter pour moi, alors ils ne sont même pas libres, alors tu n'es même pas si ils étaient libres ou pas. J'ai vécu les élections, il fallait voir, les gens n'étaient pas libres d'aller voter. Les gens allaient voter parce qu'ils avaient faim, qu'on leur donnait 100 francs, et ainsi de suite, et tout ça. Finalement, ça donnait ce que ça donnait. Donc, parce qu'ils ne sont pas libres, ils n'ont pas compris que ça donnait la liberté. Mais, allez leur expliquer la liberté, vous verrez que tout peut se retourner. C'est que nos pères ont fait en 60, modestement en 60, a démontré que quand on avait compris un minimum du sens de la liberté, on pouvait tout bouleverser. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient rien du tout. Ils avaient juste des flèches éventuellement. Mais en face d'eux, il y avait une armée organisée, mais ils n'ont pas été vaincus. Ils ont gagné. Donc aujourd'hui, c'est faisable, en mieux encore, parce qu'au moins on aurait compris l'essence de cette liberté-là. Donc la liberté précède la responsabilité. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir une contribution? Je vais peut-être pas être très acerbe. Qui sera l'ami à moi, je me tâcherai de ne pas gâcher sa soirée, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a une césure fondamentale à opérer dans les concepts, parce que de toute façon, pour produire du savoir, il faut durcir les concepts. Parce que si on est dans du savoir mou, on ne comprend pas de quoi on parle. On mobilise deux concepts qui sont fondamentaux. D'une part, le concept de la liberté, et de l'autre, la responsabilité. Il pose comme postulat que à partir du moment où on n'est pas libre, à partir du moment où, enfin, on ne peut pas être responsable, à partir de la responsabilité succède à la liberté. J'en conviens et je partage ce point de vue, mais seulement j'apporte un bémol qui est celui d'une différence conceptuelle autour du modèle même de liberté. Lui, il préconise que l'état de nature est le modèle par excellence de la liberté. C'est-à-dire, je reviens à ceux qui ont lu un peu Hobbes, c'est très académique, mais enfin, ça veut rien dire d'autre que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais cette liberté a été circonscrite dans le cas de Jean-Jacques Rousseau, qui est un contemporain, enfin un classique, qui lui pense plutôt que, en fait, on est libre à partir du moment où on a une souveraineté. On a une souveraineté en nous-mêmes. On est libre, on a le pouvoir du dernier mot. À l'immension des nations, on parle d'une liberté formelle et d'une souveraineté matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que moi, en tant qu'individu ou en tant que nation au sens large du terme, je suis libre d'engager une relation avec tel autre à partir du moment où nous régulons ce débat ou cet échange au travers d'un cadre qui est établi consensuellement. Par contre, ici, Guy semble dire et affirmer qu'il n'est pas d'accord avec cette vision des choses dans la mesure où ceux qui établissent le cadre et qui dessinent le répertoire dans lequel nous allons nous mouvoir sont ceux-là même qui détiennent la vraie liberté parce que eux ont anticipé sur la conception du terme. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez, il ne faut pas rester dans l'idéalisme et l'attentisme. Le monde est tel qu'il est, il se présente à nous sous une configuration qu'on ne peut pas, comme ça, d'un bâton magique ou par
un exercice incantatoire changé. Je partage ton point de vue sur la révolution telle que tu l'aperçois. Écoutez, en même temps, j'apporte un petit bémol. Le monde, il est tel qu'il est. Aujourd'hui, on doit rentrer dans une logique stratégique et on doit